Bonjour et bienvenue. En tennis de table de haut niveau, un petit déplacement, ça peut vraiment tout changer. Mais la question, c'est comment précisément choisir entre un pas simple et un pas chassé. Ça impacte la performance et aussi le risque de blessure. C'est un peu le cœur de notre exploration aujourd'hui. On s'appuie sur un article qui s'appelle Chase Step and One Step Footwork, Reported Different Biomechanical Profiles in Elite Table Tennis Athletes. Il est signé Xiao A. Young et ses collègues, publié dans le Journal of Sports Science and Medicine en 2025. Notre mission, si on peut dire, c'est de décrypter un peu les différences biomécaniques, donc les mouvements, les forces, quels muscles travaillent, entre ces deux techniques chez des athlètes d'élite. Allez, on plonge dedans. Absolument. Et ce jeu de jambes, c'est vraiment fondamental. C'est ce qui permet aux joueurs de se positionner au mieux pour frapper la balle avec précision et puissance. L'étude compare donc très spécifiquement le pas chassé, le chasse-step, on va dire souvent pour les côtés, et le pas simple, le one-step, qui est plus direct vers l'avant. D'accord, deux mouvements qui semblent proches, mais en fait, pas tant que ça. Justement, les conséquences sont bien distinctes, et c'est ça qui est intéressant. Alors, pour comprendre ça, comment ils ont fait? L'équipe a suivi 18 pongistes chinois, niveau élite, hein. Et là, ils ont sorti, on peut dire, l'artillerie lourde, capture de mouvement 3D Vicon pour voir le squelette bouger, plateforme de force AMTI, ça c'est pour mesurer l'impact osseur, j'imagine. C'est ça. Et aussi de l'électromyographie de surface, l'EMG, pour voir l'activité électrique des muscles. Exactement. Et toutes ces données, elles ont été moulinées dans un logiciel de modélisation, OpenSim, ça s'appelle. Ça permet d'analyser en détail les contraintes sur les articulations et les résultats, ils sont assez parlants. Pour le pas simple, le one step, on voit d'abord que la hanche, elle se fléchit plus et elle doit gérer plus de force de rotation pendant la phase de préparation, du coup l'armée en quelque sorte. Ah oui, donc un plus gros travail pour la hanche avant même de frapper. C'est ça. Et ensuite, au moment de frapper, là c'est le genou qui se fléchit davantage. Et surtout, la force de contact sur l'articulation de la hanche, elle est plus grande dans l'axe avant-arrière. D'accord. Tout ça, ça suggère que le pas simple, c'est le choix de la vitesse. Quand on veut attaquer direct, finir le point vite, souvent quand on manque un peu de temps, quoi. Une sorte de petit rush vers l'avant. Logique. C'est une accélération, mais qui a un coût biomécanique. Surtout pour la hanche, si je comprends bien. Mais alors, quid du pas chassé, le chasse-step? Comment il gère les choses, lui? Surtout pour les déplacements latéraux. Alors, pour le pas chassé, le profil est différent. Là, c'est l'extension du genou, le fait de tendre la jambe qui est plus marqué pendant la frappe. D'accord. Et la force d'impact sur la hanche, elle augmente surtout sur l'axe latéral, donc de droite à gauche ou gauche à droite. Ça confirme bien son rôle pour les déplacements sur le côté, mais ce qui est intéressant, c'est que l'étude suggère que ce mouvement il permettrait une frappe de meilleure qualité technique et aussi une meilleure préparation pour enchaîner le coup d'après. C'est peut-être moins brutal, plus dans le contrôle, dans la continuité. C'est fou de voir comment une intention différente, aller vite ou bien se placer, ça change tout au niveau des contraintes sur le corps. Donc, si on essaie de résumer un peu les risques, le pas simple, ça solliciterait plus la hanche à cause de cette poussée vers l'avant et le besoin de stabiliser. Précisément. Alors que le pas chassé, avec cette extension du genou plus importante, mettrait plus de stress sur le genou. D'accord, c'est un arbitrage constant en fait. Exactement. Et ce qui est bien, c'est que la fiabilité de ces analyses, elle est renforcée parce que les simulations de l'activité musculaire correspondaient bien aux mesures EMG réelles. Par exemple, le muscle de la cuisse, le droit fémoral, il travaillait plus dans le pas simple, alors que le muscle du mollet, le gastrocnémien médial, était plus activé dans le pas chassé. Ce qui est frappant quand même, c'est que le choix d'un pas pour gagner, allez, peut-être un dixième de seconde avec le pas simple, Mhm. ça pourrait coûter cher à la hanche sur le long terme. Alors que l'autre mouvement, le pas chassé, qui semble plus préparé, préserve peut-être la hanche, mais tape plus sur le genou. C'est ça? C'est tout à fait ça. Et c'est là tout l'intérêt de ces données pour les entraîneurs, bien sûr. Comprendre ces charges spécifiques, ça permet d'ajuster les stratégies de gestion, quand utiliser quel pas, mais ça permet aussi de personnaliser la préparation physique. On peut imaginer un renforcement ciblé de la hanche pour les joueurs qui abusent un peu du pas simple. Ou du genou pour ceux qui font beaucoup de pas chassés. Exactement, pour prévenir les blessures spécifiques à chaque style de jeu en fait. Donc en résumé, le pas simple, c'est vitesse, attaque directe, attention à la hanche. Le pas chassé, c'est qualité technique, préparation du coup suivant. Mais œil sur le genou, cette modélisation musculo-squelettique, ça offre vraiment une vision
super précise de ces mécanismes. Tout à fait. L'étude conclut là-dessus. Cette connaissance peut vraiment aider à optimiser l'entraînement de manière scientifique, trouver cet équilibre entre performance max et prévention des blessures chez les athlètes d'élite. C'est crucial. Voilà, pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, voir les graphiques, les chiffres précis sur les angles, les forces, on vous recommande bien sûr la lecture de l'article original de Jiahui Yang et ses collaborateurs. C'est dans le journal of Sports Science and Medicine, l'édition 2025. Pensez aussi à vous abonner et activer les notifications pour ne pas manquer nos prochaines analyses. Et juste pour finir, une petite question pour prolonger la réflexion. Au-delà du risque de blessure immédiat, on pourrait se demander comment l'utilisation répétée match après match de l'un ou l'autre de ces pas, avec leurs contraintes différentes, comment ça pourrait influencer différemment l'arrivée de la fatigue musculaire sur un match long et intense. Laquelle de ces stratégies use le plus le joueur et de quelle manière? Voilà, matière à réfléchir.